Guérir tes blessures, se libérer du passé et retrouver un équilibre émotionnel, écrit par Dr Nicole Lepera, spécialiste en psychologie holistique. Je suis le narrateur Jules qui vous partage cette version désormais disponible en version audible. Plus de contenu est à venir sur notre page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Likez, partagez et encouragez-nous à vous transmettre les meilleures connaissances pour le développement personnel et pour vous aider à trouver votre chemin sur la guérison intérieure. Bonne écoute à vous. Note à propos de guérir tes blessures. À travers les âges, une riche et longue coutume du travail de transcendance de nos expériences humaines a été transmise par divers messagers. Les traditions hermétiques anciennes parlent de mystérieuse alchimie, tandis que les mystiques modernes, tels que Georges Gurdjieff, exhortent ceux qui la recherchent à s'impliquer de manière plus profonde dans le monde, en visant des niveaux de conscience plus élevés. Un langage similaire est utilisé dans les programmes de désintoxication, tels que la méthode des 12 étapes. Ce que ces itérations du travail ont en commun et que ce livre promeut et perpétue, la recherche de la connaissance du soi et de notre place dans la société. L'objectif de mon travail est de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour comprendre et maîtriser l'interconnexion de votre esprit, votre corps et votre âme. Cela favorisera des relations plus profondes, authentiques et importantes avec vous-même, les autres, et la société en général. Ce qui suit est mon parcours, et j'espère que celui-ci vous donnera envie de trouver votre propre version du travail. Préface, la nuit obscure de l'âme. De semble que les poètes et les mystiques vivent toujours leurs éveils transcendantaux dans des lieux divins au sommet d'une montagne, le regard perdu vers le grand large, au bord d'un ruisseau bruissant ou aux côtés d'un buisson ardent. Le mien s'est produit dans un chalet au milieu des bois, où je sanglotais de manière incontrôlable au-dessus d'un bol de flocons d'avoine. J'étais dans le nord de New York avec ma conjointe, Loli, pour ce qui était censé être des vacances, une retraite face au stress de la vie citadine philadelphienne. Je prenais mon petit déjeuner, absorbé dans la lecture d'un énième livre de psychologie, ma version du roman de plage. Le sujet ? Les mères affectivement absentes. Au cours de ma lecture, dans un but, que je croyais être purement d'enrichissement professionnel, des mots provoquèrent une réaction émotionnelle innate, tendue et déroutante. « Tu es épuisé », suggéra ma conjointe, Loli. « Tu as besoin de prendre du recul. Essaie de te détendre. » J'ai balayé sa remarque d'un revers de main. Je ne pensais pas du tout que mes sentiments, et mon vécu de manière générale, avaient quelque chose d'unique. J'entendais ce genre de plainte chez un grand nombre de mes patients et de mes amis. Qui ne se lève pas le matin en redoutant la journée à venir? Qui n'est pas distrait au travail? Qui n'a pas l'impression de s'être éloigné des personnes qu'il ou elle aime? Qui, sur cette terre, peut honnêtement dire qu'il ne vit pas chaque jour pour ses futures vacances? N'est-ce pas tout simplement ce qu'il se produit en vieillissant? Je venais de célébrer mon 30e anniversaire et je pensais, c'est tout? J'avais pourtant déjà coché de nombreuses cases de la liste de souhaits de la toute jeune Nicole, vivre dans la ville de mon choix, avoir mon propre cabinet de thérapeute, trouver une conjointe aimante. J'avais pourtant toujours le sentiment que quelque chose d'essentiel en moi était perdu, manquait, ou bien n'avait jamais existé. Après avoir passé des années en couple tout en me sentant affectivement seul, j'avais enfin trouvé la personne qui semblait être la bonne, parce qu'elle était véritablement différente de moi. Alors que j'étais hésitante et souvent indifférente, Loli était passionnée et obstinée. Elle me mettait souvent au défi de manière, selon moi, palpitante. J'aurais dû être heureuse. Ou du moins, satisfaite. Pourtant, j'avais la sensation de vivre en dehors de mon propre corps, blasé, impassible. Je ne ressentais rien. Pour couronner le tout, je rencontrais des problèmes de santé physique qui étaient devenus bien trop graves pour que je continue à les ignorer. Il y avait ce brouillard cérébral, qui me troublait tellement parfois qu'il m'arrivait d'oublier des mots ou des expressions, mais d'avoir également des moments d'absence totale. Celles-ci étaient particulièrement dérangeantes, notamment les quelques fois où elles se produisirent au cours de séances avec mes patients. J'avais aussi des problèmes intestinaux persistants, qui me tracassaient depuis des années, et me donnaient à présent une sensation de lourdeur constante. Puis, un jour, sans crier gare, j'ai fait un malaise, je me suis complètement évanoui chez une amie, ce qui a effrayé tout le monde. Assise dans mon rocking chair, avec mon bol de flocons d'avoine, dans un décor aussi apaisant, je constatais tout à coup à quel point ma vie était devenue vide. J'avais perdu toute mon énergie, prise dans un désespoir existentiel, frustré par le manque de progrès de mes patients, en colère contre mes propres limites dans leur recherche de soins, ainsi que la mienne, et profondément étouffé par une indolence et une insatisfaction sous-jacente, qui me poussaient à remettre en question l'intérêt de toute chose. Chez moi, dans l'agitation de la vie citadine,
Je pouvais masquer ces sentiments troublants en transformant toutes ces énergies en action, nettoyer la cuisine, promener le chien, planifier sans cesse. Bouger, bouger, bouger. Si vous n'y regardiez pas de trop près, vous auriez pu admirer mon efficacité de catégorie A. Mais si vous creusiez un tout petit peu, vous vous seriez aperçu que je bougeais mon corps pour essayer de détourner mon attention de certains sentiments irrésolus et profondément enracinés. Au milieu des bois, sans rien à faire à part lire un ouvrage sur les effets durables des traumatismes de l'enfance, je ne pouvais plus me fuir. Le livre décrivait tant de sentiments refoulés que j'éprouvais pour ma mère et ma famille. C'était comme si je me regardais dans un miroir. J'étais là, nu, sans distraction et très mal à l'aise avec ce que je voyais. Lorsque j'ai finalement examiné mon état global, il était difficile de ne pas s'apercevoir que la plupart des problèmes que je rencontrais ressemblaient à ceux auxquels ma mère faisait face, notamment sa relation avec son corps et ses émotions. Je l'ai vu se battre de diverses manières contre des douleurs physiques quasiment constantes, aux genoux et au dos, ainsi que contre l'anxiété et l'inquiétude. Bien entendu, en grandissant, je me suis différencié d'elle de plusieurs façons. J'étais physiquement active, prendre soin de mon corps en faisant du sport et en mangeant sainement était pour moi une priorité. Vers mes 20 ans, je suis même devenue végétarienne après avoir pris soin d'une vache dans une réserve animalière, rendant impossible toute éventualité que je puisse un jour à nouveau manger un animal, quel qu'il soit. Évidemment, l'essentiel de mon régime alimentaire tournait autour de produits transformés à l'excès, à base de fausses viandes et de malbouffe végane. J'aimais particulièrement les végans Philly cheesesteak, mais au moins je faisais attention à ce que j'ingurgitais. À l'exception de l'alcool, que je consomme toujours avec un peu trop d'excès, j'ai parfois poussé cette préoccupation jusqu'à l'extrême, en me privant et en mangeant sans enthousiasme. J'ai toujours pensé que je ne ressemblais pas du tout à ma mère, mais, quand ces problèmes affectifs, et à présent physiques, sont apparus, affectant tous les aspects de ma vie, j'ai réalisé qu'il était temps que je remette certaines choses en question. Cette prise de conscience m'a conduite à sangloter au-dessus de mon bol de bouillie chaude. Il y avait dans cette image triste, et quelque peu pathétique, un message. Ce déferlement d'émotions était tellement inhabituel et éloigné de ma personnalité, que je ne pouvais pas ignorer cet appel de l'âme. Quelque chose était en train de hurler pour attirer mon attention, et au milieu des bois, je n'avais rien derrière quoi me cacher. Il était venu le temps d'affronter ma souffrance, ma douleur, mon traumatisme et en fin de compte, mon véritable moi. Aujourd'hui, j'appelle cet incident la nuit obscure de mon âme, mon niveau le plus bas. Toucher le fond ressemble à une mort, et pour certains cela peut littéralement les amener proches de celle-ci. Mais, la mort permet bien évidemment la renaissance, et j'en suis ressorti déterminé à découvrir ce qui n'allait pas. Ce moment douloureux a permis de faire naître la lumière, de révéler une trop grande part de moi-même que j'avais enfouie. Tout à coup, tout était devenu clair, j'avais besoin de changement. Je n'avais pas conscience que cette révélation allait conduire à un éveil physique, psychologique et spirituel, pour finalement devenir un mouvement international. Dans un premier temps, je me suis concentré sur ce qui me semblait le plus urgent, mon corps. J'ai procédé à une évaluation physique, de quoi est-ce que je souffrais et où ce mal se manifestait-il ? Mon intuition me disait que le retour en arrière devait commencer par l'alimentation et l'exercice. J'ai enrôlé Loli, que je surnomme mon lapin Energizer des progrès personnels, pour m'aider à rester sur le droit chemin pour affronter avec honnêteté les mauvais traitements que j'infligeais à mon corps. Elle me sortait du lit le matin, me mettait des haltères dans les mains et nous obligeait à bouger volontairement plusieurs fois par jour. Nous nous sommes plongés dans des recherches nutritionnelles et nous sommes aperçus que, globalement, notre vision de ce qui était sain était discutable. Nous avons démarré un rituel matinal comprenant des exercices de respiration et de méditation, tous les jours. Bien qu'au début je participais à tout cela avec une certaine mauvaise grâce et qu'il y a eu des jours manqués, des larmes, des muscles courbaturés, des âmes douloureuses et des menaces de tout arrêter, au bout de nombreux mois, une routine s'est installée. Ces habitudes sont finalement devenues des besoins, je me sentais physiquement et mentalement plus forte que je ne l'avais été dans toute ma vie. Alors que mon corps commençait à guérir, je remis peu à peu en question de nombreuses autres vérités qui m'avaient toujours semblé être des évidences. J'ai découvert d'autres manières d'envisager mon bien-être mental. Je me suis aperçu que l'absence de connexion entre l'esprit, le corps et l'âme pouvait se manifester par des maladies et des dérégulations. J'ai appris que nos gènes ne sont pas synonymes de fatalité et que pour changer, nous devions prendre conscience de nos schémas de pensée et de nos habitudes, qui ont principalement été façonnés par les personnes que nous aimons et ont pris soin de nous. J'ai trouvé une nouvelle définition, plus large, du traumatisme,
qui prenait en compte les effets spécifiques profonds que le stress et les expériences négatives de l'enfance ont sur le système nerveux. J'ai compris que des traumatismes non résolus de mon passé continuaient de m'affecter tous les jours. Plus j'apprenais de choses, plus j'intégrais mes découvertes aux nouveaux choix quotidiens que je faisais. Avec le temps, j'ai adapté ces changements et j'ai évolué. Lorsque mon système physiologique a commencé à guérir, je suis allé plus loin, et exploitant certaines connaissances apprises au cours de mes diverses expériences cliniques, les appliquant au savoir que j'étais en train de rassembler sur la perception de la personne dans son ensemble, le nous physique, psychologique et spirituel. J'ai rencontré mon enfant intérieur et j'ai découvert comment guérir, j'ai étudié les liens traumatiques qui me retenaient en otage, j'ai appris à établir des limites et je me suis impliqué dans la société avec une maturité affective que je pensais impossible auparavant, car il s'agissait d'un état qui m'était totalement inconnu. Je me suis rendu compte que ce travail intérieur ne s'arrêtait pas là, il allait au-delà de ma propre personne, il concernait également chacune de mes relations, ainsi que ma communauté en général. Cette compréhension révélatrice du bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme est résumée dans les pages qui suivent, celle-ci présente les principes fondamentaux de la psychologie holistique. À l'heure où je vous écris, ma guérison est constante. L'essentiel de mes symptômes d'anxiété et de panique a en grande partie disparu. Je ne communique plus avec le reste du monde de manière réactive, je suis capable d'être plus consciente et d'avoir plus de compassion. Je me sens liée et présente avec les personnes que j'aime, je parviens à établir des limites avec ceux qui ne sont pas des acteurs de mon parcours. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis présente. Pourtant, lorsque j'ai touché le fond, je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis pas non plus aperçu un an plus tard. Aujourd'hui, je sais que je ne serais pas ici en train d'écrire ce livre si je n'avais pas atteint le désespoir le plus profond. J'ai lancé The Holistic Psychologist en 2018, après avoir décidé que je voulais partager avec d'autres les outils que j'avais découverts. Je devais le faire. Peu de temps après, j'ai commencé à raconter mon histoire sur Instagram, c'est alors que des emails décrivant des traumatismes, des guérisons et des résiliences émotionnelles ont commencé à inonder ma boîte. Mes messages sur la guérison holistique avaient fait écho dans l'esprit collectif, dépassant les limites d'âge et de culture. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes suivent mon compte et se sont retrouvées dans le hashtag #selfhealers * des acteurs de leur bien-être mental, physique et spirituel. Soutenir cette communauté est devenu le travail de toute une vie. J'ai fêté le premier anniversaire de The Holistic Psychologist en organisant une méditation sur l'enfant intérieur, sur la côte ouest des États-Unis, afin de remercier les membres de ma communauté pour leur soutien, leur donner l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie et de célébrer leur parcours commun. Plusieurs jours avant, j'ai entré dans Google où se retrouver à Venice Beach et j'ai choisi au hasard un lieu de rendez-vous. Sur Instagram, j'ai offert des places, tout en croisant les doigts pour que cela intéresse les gens. En l'espace de quelques heures, 3000 personnes s'étaient inscrites. Je n'arrivais pas à le croire. Lorsque je me suis assise sous le soleil chaud, au milieu de la grande étendue de Venice Beach, des coureurs et toutes sortes d'individus du sud de la Californie ont hoché la tête en passant. J'ai posé mon regard sur les vagues qui venaient lécher le rivage. Le sable chaud sous mes orteils et la fraîche humidité de mes cheveux mouillés par l'océan m'ont rendu profondément consciente de mon corps dans le temps et l'espace. Je me suis sentie tellement présente et vivante lorsque j'ai levé mes mains en prière, imaginant les parcours de vie si variés qui ont conduit chacun de ces êtres humains remarquables à venir se rassembler autour de moi sur la plage ce matin-là. J'ai balayé la foule du regard et, l'espace d'un instant, je me suis senti submergé par le nombre de regards simplement posés sur moi, qui ai toujours détesté être au centre de l'attention. Puis je me suis lancé, quelque chose vous a conduit ici. Quelque chose à l'intérieur de vous est venu ici avec le désir profond de guérir. Le désir de devenir une version améliorée de vous-même. C'est une chose que nous devons célébrer. Nous avons tous une enfance qui a façonné notre réalité présente, et aujourd'hui nous avons choisi de guérir de notre passé afin de créer un nouveau futur. Cette part de vous-même, qui sait que ceci est la vérité, est votre intuition. Elle a toujours été là. Nous avons simplement pris l'habitude de ne pas l'écouter ou ne pas avoir confiance en ce qu'elle nous dit. Être ici aujourd'hui est un pas en avant vers la guérison de cette confiance brisée en nous-mêmes. Ces années auparavant. C'était des larmes d'amour, de gratitude et de joie. Des larmes de guérison. Je suis le témoignage vivant de cette vérité, les prises de conscience ne sont pas des expériences mystiques uniquement réservées aux moines, aux mystiques et aux poètes. Elles ne sont pas la chasse gardée des personnes spirituelles. Elles sont pour toutes celles et ceux d'entre nous qui veulent changer, qui désirent ardemment guérir, grandir et briller.
Grâce à l'éveil de votre conscience, tout devient possible. Guérir tes blessures, se libérer du passé et retrouver un équilibre émotionnel, écrit par Dr Nicole Lepera, spécialiste en psychologie holistique. Je suis le narrateur Jules qui vous partage cette version désormais disponible en version audible. Plus de contenu est à venir sur notre page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Likez, partagez et encouragez-nous à vous transmettre les meilleures connaissances pour le développement personnel et pour vous aider à trouver votre chemin sur la guérison intérieure. Introduction à la psychologie holistique. Guérir tes blessures est le témoignage d'une approche révolutionnaire du bien-être mental, physique et spirituel, appelée psychologie holistique. C'est un mouvement qui incite à se consacrer à l'élaboration quotidienne de votre propre bien-être, en brisant les schémas négatifs, en guérissant de votre passé et en construisant un soi conscient. La psychologie holistique se concentre sur l'esprit, le corps et l'âme pour permettre le rééquilibrage du système nerveux et la guérison des blessures émotionnelles non résolues. Ce travail vous donne le pouvoir de devenir la personne que vous avez toujours été, au plus profond de vous. Il vous raconte une nouvelle histoire palpitante, dans laquelle les symptômes physiques et psychologiques sont des messages, et non les sempiternels diagnostics qui permettent uniquement une prise en charge. C'est un récit qui remonte aux racines de douleur, de stress, d'épuisement, d'anxiété, de dérégulation intestinale chronique et de déséquilibre du système nerveux qui ont depuis longtemps été écartés ou ignorés par la médecine traditionnelle occidentale. Il permet, guérir tes blessures, d'expliquer pourquoi nous sommes si nombreux à nous sentir bloqués, détachés ou perdus. Il offre des outils pratiques qui vous permettront d'instaurer de nouvelles habitudes, de comprendre le comportement des autres et de vous libérer de l'idée que votre valeur est déterminée par toute personne ou chose qui ne serait pas vous. Si vous vous engagez à faire le travail quotidiennement, le jour viendra où vous regarderez dans le miroir et vous serez stupéfait par la personne que vous y voyez. Ces méthodes holistiques, des exercices qui font appel aux forces physiques, avec des exercices de respiration et des activités physiologiques, en modifiant votre relation avec vos pensées et vos expériences passées, et spirituelles, en entrant en contact avec votre moi authentique et avec les autres en général, sont efficaces, car le corps, l'esprit et l'âme sont reliés. Elles fonctionnent, car elles sont toutes basées sur la science de l'épigénétique et le fait que nous avons plus d'influence sur notre bien-être mental que nous le pensons. Guérir est un processus conscient qui peut être vécu quotidiennement à travers le changement de nos habitudes et de nos schémas. Nous sommes beaucoup trop nombreux à vivre dans un état d'inconscience. Nous naviguons à travers le monde, en mode pilote automatique, adoptant machinalement des comportements familiers qui ne sont pas bénéfiques ou ne reflètent pas la personne que nous sommes fondamentalement et ce que nous désirons au plus profond de nous. La pratique de la psychologie holistique nous aide à reprendre contact avec notre système de guidage interne, avec lequel nos schémas conditionnés appris dans notre prime enfance, nous ont enseigné à rompre le lien. Elle nous permet de trouver cette voie intuitive, de lui faire confiance et de laisser partir la personnalité qui a été modelée et façonnée par nos parents, nos amis, nos enseignants et plus largement par la société, nous permettant ainsi d'éveiller nos moi inconscients. Dans ces pages, vous trouverez un nouveau paradigme pour une approche globale de la guérison qui comprend l'esprit, le corps et l'âme. Notez bien que je ne vous recommande pas de faire table rase de vos anciens modèles, je ne sous-entends pas que les outils de la psychothérapie conventionnelle ou d'autres méthodes thérapeutiques n'ont aucune valeur. Au contraire, je propose une approche qui englobe les éléments de plusieurs domaines de la psychologie et des neurosciences, aux pratiques de la pleine conscience et de la spiritualité, afin de cultiver ce que, selon moi, sont les techniques les plus efficaces et globales de la guérison et du bien-être. J'ai intégré des leçons et des connaissances issues de modèles traditionnels, tels que la thérapie comportementale et cognitive, TCC, et la psychanalyse, tout en introduisant des éléments holistiques qui ne sont, à l'heure où j'écris ces lignes, pas totalement pris en compte par la psychologie conventionnelle. Il est important de comprendre que la pratique de la psychologie holistique s'ancre dans la liberté, le choix et en fin de compte la reprise du pouvoir sur sa vie. Certaines choses feront écho en vous et d'autres pas, l'objectif est d'utiliser les outils qui fonctionnent le mieux sur vous. Le simple fait de choisir vous aidera à reprendre plus profondément contact avec votre intuition et votre moi authentique. Apprendre à se guérir, self-healing, est un acte de reprise du pouvoir sur soi-même, qui est non seulement possible, mais également la réalité de notre condition d'êtres humains, parce que, dans notre singularité, personne en dehors de nous-mêmes ne peut véritablement savoir ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Mais le problème est que, pour certains, les soins médicaux de qualité, notamment en matière de santé mentale, sont hors de portée. Nous vivons dans un monde où il existe de graves iniquités d'accès au système de santé selon l'endroit où nous vivons et qui nous sommes.
Même pour ceux qui sont suffisamment privilégiés pour pouvoir se payer le genre de prise en charge dont ils ont besoin, ils sont confrontés à l'évidente réalité que, malgré tout, tous les soins ne se valent pas. Si nous avons suffisamment de chance et que nous trouvons un professionnel de santé véritablement compétent, nous sommes limités par le nombre de rendez-vous en face à face que nous pouvons obtenir avec lui. Ce livre offre une méthode d'apprentissage sur nous-mêmes, il comporte des informations et des conseils qui vous permettront chaque jour de faire votre propre travail de guérison. Réellement comprendre votre passé, l'écouter, l'observer et apprendre de lui, est un processus qui permet des changements profonds et durables. Il offre la possibilité d'une véritable transformation. Guérir tes blessures se compose de 3 parties. La première fournit les bases pour que nous nous éveillions à notre moi conscient, au pouvoir de nos pensées et à l'influence du stress et du traumatisme de notre enfance sur l'ensemble des systèmes de notre organisme. Elle nous permet de comprendre comment les dérégulations physiques de notre fonctionnement corporel nous empêchent d'avancer mentalement et émotionnellement. Dans la deuxième partie, nous retirerons une couche et nous entrerons dans l'esprit. Nous explorerons les mécanismes du conscient et du subconscient, en apprenant à quel point la force du conditionnement de nos parents a façonné nos mondes, instaurant des schémas de pensée et de comportement qui perdurent encore aujourd'hui. Nous plongerons ensuite un peu plus profondément dans nos esprits pour rencontrer notre enfant intérieur. Nous découvrirons les récits de nos égos qui nous protègent et nous empêchent de reproduire des schémas relationnels que nous avons vécus pour la première fois dans notre enfance. Dans la dernière partie, qui est selon moi l'essence du travail, nous apprendrons comment appliquer les connaissances que vous aurez engrangées pour atteindre la maturité affective qui vous permettra d'avoir des liens avec les autres de manière plus authentique. Aucun homme n'est une île. Astérisque, nous sommes des créatures sociales et nous ne serons en mesure de créer des relations profondes avec les personnes que nous aimons, uniquement lorsque nous serons véritablement capables d'incarner notre moi authentique. Tout cela pose les fondations à partir desquelles il sera possible de cultiver votre singularité au sein du « nous » collectif, ou bien quelque chose qui nous dépasse. J'ai ajouté tout au long de ces chapitres quelques conseils et outils destinés à vous aider, où que vous en soyez dans votre parcours. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer cette transformation, c'est de votre moi conscient, du désir de creuser en profondeur et de savoir que ce changement n'est pas facile et que la route qui se dresse devant vous sera parfois difficile. Il ne s'agit pas d'une réparation rapide. Une réalité difficile à accepter, notamment pour ceux, nombreux, qui ont été conditionnés à croire en l'existence illusoire d'une solution miracle. Je suis la première à dire que le travail est uniquement ceci, du travail. Il n'existe aucun raccourci et personne ne peut le faire à votre place. Il peut sembler déplaisant, voire complètement effrayant de devenir un acteur de votre propre guérison. Pourtant, en définitive, apprendre qui vous êtes et ce dont vous êtes capable est non seulement source de pouvoir et de transformation, mais également l'une des expériences les plus profondes que nous puissions vivre. Certaines personnes qui suivent mon travail me disent que je fournis des vérités enveloppées dans de jolies couvertures douillettes. Je prends cela pour un compliment. Je vais être franche avec vous un instant, rien de tel que d'être trop à l'aise. Guérir se fait rarement sans difficulté. Cela peut être parfois douloureux, mais également terrifiant. Ce qui signifie que vous devez abandonner le récit qui vous retient et qui vous fait du mal, que vous devez laisser une partie de vous-même mourir afin qu'une nouvelle puisse renaître. Tout le monde ne souhaite pas aller mieux. Et c'est normal. Certaines personnes ont une identité liée à la maladie. D'autres ont peur du véritable bien-être, parce que c'est l'inconnu et que celui-ci est imprévisible. Nous trouvons du réconfort dans le fait de savoir exactement à quoi notre vie va ressembler, même si cette réalité nous rend malades. Nos esprits sont des machines qui recherchent ce qui est familier. L'habitude nous donne un sentiment de sécurité, jusqu'à ce que nous apprenions à nous-mêmes que cet inconfort est temporaire et une étape nécessaire à la transformation. Quand vous serez prêt à commencer ce parcours, vous le saurez. Vous allez ensuite douter de vous et avoir envie de tout arrêter. C'est à ce moment-là qu'il est le plus important de rester impliqué et de maintenir la répétition des pratiques, jusqu'à ce qu'elles deviennent une discipline. Cette dernière finira par devenir de la confiance, cette confiance un changement et ce changement une transformation. Le véritable travail n'a rien à voir avec ce qui existe autour de vous, mais plutôt avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il vient de vous. La première étape, qui est étonnamment la plus éprouvante, est de commencer par imaginer un futur qui sera différent du présent. Fermez vos yeux. Dès l'instant où vous êtes capable de visualiser un quotidien différent de celui que vous vivez, vous êtes prêt à avancer. Si vous ne parvenez pas à imaginer cette autre réalité, vous êtes loin d'être le ou la seule dans ce cas. Il existe une raison à ce blocage mental. Restez avec moi, ce livre est écrit pour vous,
car j'ai été cette personne. Commençons. Chapitre 1. Vous êtes celui qui vous guérira le mieux. Ce scénario va certainement vous sembler familier, vous décidez qu'aujourd'hui est le jour où vous allez changer votre vie. Vous allez vous rendre à la salle de sport, manger moins de nourriture transformée, mettre un peu les réseaux sociaux de côté, rompre tout contact avec un ou une ex qui vous pose problème. Vous êtes décidé à ce que cette fois les changements perdurent. Quelque temps plus tard, peut-être quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, la résistance mentale fait son apparition. Vous commencez à vous sentir physiquement incapable d'éviter les sodas trop sucrés. Vous ne parvenez plus à trouver l'énergie nécessaire pour aller à la salle de sport et vous vous sentez obligé d'envoyer à un ou une certain ex un court message pour savoir si tout va bien. Votre esprit lance des signaux d'alarme, il vous raconte des histoires très convaincantes pour vous maintenir dans une vie familière, par des requêtes telles que « tu mérites bien une pause ». Le corps se joint à lui par des sensations d'épuisement et de lourdeur. Le message oppressant devient « tu n'y arriveras pas ». Au cours de mes 10 années de travail en tant que chercheuse et psychologue clinicienne, le mot « bloqué » est celui qui a été le plus souvent utilisé par mes patients pour décrire ce qu'ils ressentaient. Ils avaient tous décidé de suivre une thérapie parce qu'ils souhaitaient changer. Certains voulaient transformer des choses sur eux-mêmes, en prenant de nouvelles habitudes, en apprenant de nouveaux comportements, ou bien en trouvant un moyen de ne plus se détester. D'autres désiraient modifier un facteur extérieur à eux-mêmes, par exemple, changer une dynamique problématique avec un parent, un ou une épouse ou collègue. Beaucoup avaient envie, et besoin, de procéder à des changements internes et externes. J'ai traité des gens riches et d'autres qui vivaient dans la pauvreté, des personnes de type hyperfonctionnel et avec de hautes responsabilités, ainsi que d'autres qui ont été emprisonnés et mis à l'écart de la société traditionnelle. De manière unanime, quel que soit le milieu d'où ils venaient, chacun de ces patients se sentait bloqué par de mauvaises habitudes, des comportements nuisibles, des schémas prévisibles et problématiques, et cela leur donnait un sentiment de solitude, d'isolement et de désespoir. Ils étaient quasiment tous inquiets de savoir comment ce blocage a été perçu par les autres et ils étaient souvent obsédés par la manière dont ils étaient vus par les personnes présentes dans leur vie. La plupart partageaient la croyance profonde que leur incapacité permanente à maintenir un changement était la preuve d'une blessure plus grave et intrinsèque, ou bien une absence de mérite, une description que beaucoup d'entre eux utilisaient. Souvent, mes patients qui se connaissaient le mieux, étaient capables d'identifier leurs comportements problématiques et pouvaient même visualiser avec clarté le chemin qui les conduirait au changement. Mais peu d'entre eux étaient en mesure de franchir le cap entre savoir et faire. Ceux qui parvenaient à voir cette porte de sortie exprimaient un sentiment de honte à propos de leur retour instinctif vers des schémas comportementaux non désirés. Ils avaient honte de savoir et pourtant de ne pas pouvoir, raison pour laquelle ils venaient dans mon cabinet. Parfois, même mon aide et mon soutien avaient leurs limites. Pour la majorité de mes patients, 50 minutes de thérapie par semaine ne semblaient pas suffisantes pour produire des changements assez importants. Certains étaient tellement frustrés par ce manège insatisfaisant qu'ils arrêtaient purement et simplement toute forme de thérapie. Bien que beaucoup d'autres aient pu tirer profit du temps passé ensemble, les progrès étaient douloureusement lents à faire leur apparition. Une séance pouvait être particulièrement productive, pourtant la semaine suivante le même patient revenait parfois me raconter des histoires traduisant les mêmes problèmes prévisibles. Beaucoup de patients exprimaient une vision incroyable d'eux-mêmes au cours de la thérapie, parvenant à assembler les schémas qui les empêchaient d'avancer, pourtant ils étaient ensuite incapables de résister à l'attraction instinctive de ce qui leur était familier dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors du cabinet. Ils parvenaient à regarder en arrière et voyaient les problèmes, mais ils n'avaient pas forgé la capacité à appliquer cette vision en temps réel dans leur existence présente. J'ai observé des schémas similaires chez des personnes ayant vécu des expériences qui les avaient transformées, celles qui avaient participé à des retraites intensives ou bien à des cérémonies psychédéliques de l'ayahuasca, mais qui ensuite, avec le temps, avaient de nouveau glissé dans leurs anciens comportements indésirables, qui les avaient au départ poussés à trouver des réponses. Leur incapacité à avancer après avoir vécu quelque chose qui aurait dû véritablement les transformer, a plongé beaucoup de mes patients dans des crises. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer ? Ce que j'ai finalement réalisé, c'est que la thérapie et les expériences singulières de transformation, telles que les cérémonies de l'ayahuasca, ne peuvent que partiellement nous mener sur le chemin de la guérison. Pour véritablement concrétiser un changement, vous devez vous impliquer dans le travail, celui de faire chaque jour de nouveaux choix. Pour atteindre le bien-être mental, vous devez commencer par être un acteur quotidien de votre guérison. Plus je regarde autour de moi, plus je vois une frustration identique, au-delà de mon cabinet, dans mon cercle d'amis.
Beaucoup d'entre eux prenaient des traitements contre l'insomnie, la dépression et l'anxiété. Chez certains, aucun trouble de l'humeur n'avait jamais officiellement été diagnostiqué, pourtant ils réunissaient nombre de symptômes similaires sous des formes apparemment acceptables, telles qu'une grande réussite, des voyages constants et un intérêt obsessionnel pour les réseaux sociaux. Ces personnes étaient à ranger directement dans la catégorie A, celles qui terminent leur mission plusieurs semaines avant qu'elle ne soit due, qui courent des marathons, qui décrochent des métiers particulièrement stressants et qui excellent dans des milieux à forte pression. J'étais, pour de nombreuses raisons, l'une de ces personnes. Je connaissais personnellement les limites du modèle traditionnel de la prise en charge de la santé mentale. J'ai suivi ma première thérapie lorsque j'avais une vingtaine d'années, alors que des crises de panique quasiment constantes me tourmentaient, et que je devais faire face aux graves problèmes cardiaques de ma mère. Un traitement contre l'anxiété m'a aidé à traverser cette période, mais je me sentais toujours apathique, détaché et fatigué, plus vieille que mon âge. J'étais une psychologue, j'étais censé aider les autres à comprendre leur monde intérieur, pourtant j'ai continué à être une étrangère, incapable de véritablement aider, même ma propre personne. Mon chemin. Je suis né dans une famille typique de la classe moyenne de Philadelphie. Mon père avait un emploi stable de 9h à 17h, et ma mère s'occupait de la maison. Nous prenions le petit déjeuner à 7h chaque matin et nous dînions à 17h30, tous les soirs. Notre devise était « la famille avant tout », et selon toute appréciation extérieure, celle-ci était vraie. Nous étions l'image de la normalité et du bonheur de la classe moyenne, une projection très américaine qui masque la réalité. Nous étions en fin de compte une famille malade. Enfant, ma sœur a souffert de graves problèmes de santé qui ont mis sa vie en danger et ma mère luttait contre son propre spectre de douleur, qui l'a clouée au lit pendant des jours. Bien que ma famille ne parlât jamais ouvertement de sa maladie, j'étais au courant. Je savais qu'elle souffrait. Je savais qu'elle était malade. Je savais qu'elle était absente parce qu'elle avait mal. Je savais qu'elle était distraite et chroniquement anxieuse. Au milieu de tout ce stress, mon univers émotionnel pouvait naturellement être oublié. J'étais la troisième et dernière de la fratrie, un heureux accident, disait-il. Mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi, le premier avait le droit de voter lorsque je suis né, et ils n'ont jamais véritablement partagé ce que j'ai vécu. Comme beaucoup d'entre vous le savent, même si vous vivez dans la même maison, vous ne vivez jamais vraiment la même enfance. Mes parents blaguaient en disant que j'étais le divin enfant. Je dormais bien, je ne causais quasiment aucune difficulté, et restais plus ou moins en dehors de tout problème. J'étais une enfant active, pleine d'énergie et toujours prête à partir. J'ai appris très tôt à alléger tout fardeau lié à mon existence, en étant aussi parfaite que possible dans tous les domaines où je savais pouvoir exceller. Ma mère n'exprimait pas particulièrement ses émotions. Nous n'étions pas vraiment une famille tactile et les contacts physiques étaient réduits au minimum. Dans mon souvenir, au cours de l'enfance, les « je t'aime » étaient très rares. D'ailleurs, la première fois où je me souviens avoir entendu ces mots exprimés ouvertement était lorsque ma mère a dû subir une opération du cœur, j'avais alors une vingtaine d'années. Ne vous méprenez pas, je savais au fond de moi que mes parents m'aimaient énormément. J'appris d'ailleurs plus tard que mes grands-parents maternels avaient été froids et détachés dans leur démonstration d'amour et d'affection. Ma mère, elle-même une enfant blessée, n'avait jamais reçu l'amour dont elle avait ardemment besoin. Par conséquent, elle était incapable d'exprimer ce sentiment à ses propres enfants, qu'elle aimait pourtant profondément. Dans l'ensemble, ma famille vivait dans un état global d'évitement émotionnel, où tout ce qui pouvait être déplaisant était tout simplement ignoré. Lorsque j'ai commencé à faire des bêtises, mettant brièvement de côté mon statut de divin enfant, faisant la fête avant d'être officiellement une adolescente, rentrant chez moi d'un pas hésitant, les yeux rouges et ayant du mal à articuler, personne ne fit de commentaires à propos de mon comportement. Cet évitement perdura jusqu'à ce que les émotions refoulées de l'un d'entre eux remontent à la surface, débordent, puis explosent. C'est ce qui arriva un jour à ma mère, lorsqu'elle lut l'un de mes écrits intimes, et découvrit la preuve que je buvais, elle devint hystérique, jetant des objets à travers la pièce, pleurant et hurlant « Tu vas me tuer. Je vais avoir une attaque et tomber raide morte. » En grandissant, je me suis souvent sentie différente des autres et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé comprendre ce qui poussait les gens à se comporter comme ils le faisaient. C'est donc sans surprise que j'ai finalement eu envie de devenir psychologue. Je ne désirais pas uniquement aider les gens, je voulais aussi les comprendre. Je souhaitais être capable de mettre en avant une étude et dire « Regardez, c'est pour cette raison que vous êtes tel que vous êtes. C'est pour cette raison que je suis comme je suis. » Cet intérêt m'a conduite à l'université de Cornell, à Ithaca dans le nord de l'État de New York, où j'ai étudié la psychologie.
J'ai ensuite obtenu un doctorat en psychologie clinique à la New School for Social Research de New York. Ce programme utilisant le modèle du scientifique praticien, je devais à la fois effectuer des recherches et suivre des patients. J'étais une éponge, absorbant avec enthousiasme autant d'informations que possible sur des approches thérapeutiques très variées, sachant que je désirais pratiquer de manière à véritablement aider les autres à se comprendre et à guérir. C'est ainsi que j'ai découvert la thérapie cognitive et comportementale, TCC, une approche très standard, souvent prescrite et axée sur l'obtention de résultats. Pendant les séances de TCC, les patients se concentrent généralement sur un seul problème, par exemple la dépression, l'anxiété au sein d'une foule ou bien des difficultés conjugales. L'objectif de cette méthode est d'aider le patient à identifier les défauts de ses schémas de pensée qui sous-tendent ses comportements, un processus qui peut aider certaines personnes à trouver de l'apaisement face à des sentiments problématiques constants. La méthode de la TCC est fondée sur l'hypothèse que nos pensées affectent nos émotions et donc nos comportements. En modifiant la relation que nous entretenons avec nos réflexions, nous changeons la cascade de sentiments qui se déversent de notre corps et nous nous convainquons d'agir de certaines manières, ce qui est la pierre angulaire du travail décrit dans ce livre. La TCC est souvent perçue comme la référence absolue en matière de psychothérapie, parce qu'il est très facile de la reproduire et de la répéter, sa structure et son format sont parfaits pour les études pratiques. Bien que ma formation m'ait offert de précieux enseignements sur le pouvoir de nos pensées, celle-ci était parfois un peu rigide lorsqu'il s'agissait de l'appliquer au monde réel. En fin de compte, dans mon cabinet, avec mes patients, elle m'a quelquefois donné un sentiment de restriction et celui de ne pas être conçu pour la personne singulière qui se trouvait en face de moi. Au cours de mes études, j'ai été particulièrement attiré par la thérapie interpersonnelle, une méthode beaucoup plus ouverte qui utilise le lien entre le patient et le praticien comme catalyseur pour améliorer les autres relations de la vie du premier. Nous rencontrons souvent à certains moments de nos existences, des mécanismes relationnels problématiques que ce soit avec notre famille, nos partenaires, des amis ou des collègues, c'est pourquoi être capable d'avoir une nouvelle dynamique, plus saine, avec un thérapeute peut profondément nous aider à guérir. Notre manière de nous présenter est très emblématique de notre bien-être global et elle indique souvent de quelle façon nous nous présentons dans la vie, en général, un sujet que nous examinerons tout au long de ce livre. Dans le cadre de la psychologie holistique, nous apprenons que nos relations ont été façonnées par nos premiers liens avec nos parents, un modelage du comportement que l'on nomme le conditionnement, et que nous aborderons plus amplement dans le chapitre 2. Pendant ma formation, j'ai étudié les approches psychodynamiques, des théories sur l'esprit, qui suggèrent que les gens sont gouvernés par des forces intérieures. J'ai découvert ces méthodes, généralement associées au cliché du canapé et du psychologue fumant sa pipe, à la New York Psychoanalytic Society et Institute ainsi qu'à l'école de psychanalyse de Philadelphie. J'y ai appris la force du subconscient, la partie profondément enfouie de notre psychisme qui comporte nos souvenirs et est la source de nos pulsions, de nos instincts automatiques ou de nos motivations. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, j'ai acquis un savoir profond sur le rôle de notre subconscient. Je me suis aperçu que tous mes patients avaient conscience des aspects de leur vie qu'ils devaient modifier, l'utilisation de substances pour se distraire, se mettre en colère dans une relation amoureuse, revenir à ses comportements d'enfant dans les relations familiales. Pourtant, chaque fois, ils retournaient à mon cabinet avec une histoire traduisant toujours le même cycle subconscient. Une chose que j'ai également perçue chez moi. Cette prise de conscience a été essentielle dans la conception et l'évolution de la philosophie de la psychologie holistique. Tout en apprenant ces nouvelles méthodes, j'ai commencé à effectuer des recherches et à travailler dans le domaine de la désintoxication. J'ai organisé des rencontres sur les traitements avec des patients externes et hospitalisés, j'ai animé des programmes pour aider ceux qui avaient des problèmes d'addiction à développer leurs capacités interpersonnelles afin de favoriser leur processus de guérison. Cela m'a permis de prendre du recul sur les expériences réellement vécues par ceux qui connaissent des difficultés à contrôler leur consommation de drogue. Ces rencontres m'ont finalement conduit à la conclusion que la dépendance ne se limite pas à certaines substances et pratiques, telles que l'alcool, la drogue, les jeux d'argent ou le sexe, les cycles d'émotions humaines peuvent également avoir les mêmes effets addictifs. L'addiction affective est particulièrement puissante lorsque nous avons l'habitude de rechercher ou d'éviter certains états pour surmonter un traumatisme. Cette étude m'a démontré le lien inextricable entre nos corps et nos esprits, ainsi que le rôle essentiel du système nerveux pour notre bien-être mental, un sujet que nous aborderons en détail plus tard dans ce livre. À divers moments du travail sur ma thèse de doctorat, j'ai essayé d'introduire des éléments extérieurs dans mon cabinet de psychologie. J'avais l'impression que la pratique de la pleine conscience offrait d'immenses possibilités pour l'introspection et la conscience de soi.
Après avoir mené et publié mes propres recherches sur le sujet, j'ai tenté de convaincre mon directeur de thèse de me laisser étudier la pratique de la méditation et ses effets sur les comportements addictifs, pour mon projet de thèse. Il a refusé. Il ne croyait pas à l'intérêt thérapeutique de la pleine conscience et percevait celle-ci comme une simple mode et non comme quelque chose qui méritait d'être étudié. En y repensant aujourd'hui, je m'aperçois qu'un chemin était en train de se tracer devant moi. Ma voix intérieure me montrait ce que je devais inventer, un modèle de guérison holistique. J'ai ouvert mon propre cabinet et j'y ai introduit de nombreux éléments des diverses méthodes que j'avais étudiées. Bien qu'ayant proposé une approche intégrative, j'ai commencé, après plusieurs années, à ressentir de la frustration. Mes patients gagnaient en conscience, mais les changements étaient lents. Je sentais que leur confiance les abandonnait, et que parallèlement, la mienne déclinait. J'ai regardé autour de moi vraiment, comme si c'était la première fois. Je n'exagère pas en disant que chaque patient qui était venu me voir pour un suivi psychologique avait également des symptômes physiques sous-jacents. J'avais depuis longtemps terminé mes études lorsque j'ai commencé à poser de nouvelles questions. Pourquoi est-ce qu'un si grand nombre de mes patients souffraient de problèmes digestifs, allant du syndrome de l'intestin irritable SI à la constipation? Pourquoi existait-il parmi ceux-ci un taux aussi élevé de maladies auto-immunes? Et pourquoi quasiment la totalité d'entre eux éprouvaient-ils un sentiment de panique et d'insécurité presque constant? Je peux dire avec certitude que je n'aurais pas pu trouver mon chemin sans la formation classique que j'ai reçue à l'école. J'ai apporté dans mon élaboration de la psychologie holistique, beaucoup d'éléments que j'ai appris dans le cadre scolaire. Mais plus j'ai appris sur le lien entre l'esprit, le corps et l'âme, plus je me suis clairement rendu compte des limites de mon apprentissage traditionnel. Fermez vos yeux. Visualisez un citron. Regardez sa peau jaune et brillante. Tenez-le dans vos mains. Sentez ses alvéoles. Puis, mettez-le sous votre nez, imaginez son parfum franc atteindre vos narines. À présent, représentez-vous en train de couper un morceau de ce citron. Observez le jus jaillir pendant que vous tranchez sa pulpe. Regardez les cavités ovales. Maintenant, mettez le morceau dans votre bouche. Vos lèvres piquent peut-être à son contact. Goûtez son acidité, sa fraîcheur. Est-ce que votre bouche se contracte ou se remplit de salive? La simple pensée d'un citron peut provoquer une réponse sensorielle complète. Vous venez de faire l'expérience du lien entre le corps et l'esprit, sans avoir posé ce livre. Cet exercice de visualisation est une manière simple, mais forte de montrer comment l'esprit et le corps sont unis. Malheureusement, la médecine occidentale est freinée par la certitude que ces deux entités sont séparées. Les cliniciens s'occupent de l'esprit, psychologie et psychiatrie, ou bien du corps, toutes les autres branches de la médecine, et choisissent rarement des traitements qui concernent les deux. Cette séparation arbitraire empêche la médecine d'atteindre son potentiel de guérison et nous rend parfois encore plus malades. En revanche, les cultures indigènes et asiatiques ont depuis des milliers d'années, pleinement compris et pris en considération les liens entre l'esprit, le corps et l'âme ou l'esprit, c'est-à-dire le sentiment de quelque chose qui nous est supérieur. Ils se servent depuis longtemps de rituels et de cérémonies pour puiser à l'intérieur du soi, afin d'établir un lien avec les ancêtres pour qu'ils les guident et les aident à y voir plus clair, et ils vivent en sachant intérieurement que l'entièreté d'une personne se constitue de parties reliées entre elles. La médecine occidentale traditionnelle a depuis longtemps jugé ce lien non scientifique. Au XVIIe siècle, le concept du dualisme corps-esprit, une déconnexion entre ces deux entités au sens littéral, a été inventé par le philosophe français René Descartes. Cette dichotomie a perduré pendant des centaines d'années. Nous traitons d'ailleurs toujours l'esprit comme un élément distinct du corps. Si vous êtes psychologiquement malade, vous allez consulter un certain type de docteur, vous avez un seul ensemble d'antécédents médicaux et vous terminez dans un certain type d'hôpital. Si vous avez des symptômes jugés physiques, le processus est bien différent. La technologie ayant évolué au cours du XIXe siècle, nous en avons appris davantage sur la biologie humaine et la manière dont ce qui nous entoure, virus, bactéries, peut nous rendre malades. La médecine est devenue un domaine d'intervention. Lorsque des symptômes apparaissent, un docteur est là pour s'en occuper, que ce soit en les éradiquant, par exemple avec une opération chirurgicale, ou en les traitant, avec des prescriptions médicales qui s'accompagnent d'effets secondaires connus et méconnus. Plutôt que d'écouter le corps, après tout, les symptômes sont sa manière de communiquer avec nous. Nous cherchons à le faire taire. En faisant disparaître les symptômes, nous souffrons souvent de nouveaux maux. L'idée d'une approche de la personne dans son entièreté pour la soigner a été rejetée en faveur d'un traitement unique à chaque symptôme, ce qui a provoqué un cercle vicieux de dépendance. Celui-ci s'appelle la méthode du sparadrap, c'est-à-dire se concentrer sur le soin de chaque manifestation au fur et à mesure qu'elles apparaissent,
sans jamais essayer de trouver les causes sous-jacentes. Autrefois, la psychiatrie était surnommée la science ou l'étude de la psyché ou de l'âme. Aujourd'hui, la psychologie se concentre majoritairement sur la biologie. Vous avez plus de chances que l'on vous pose des questions sur vos antécédents familiaux de maladies mentales et que vous receviez une ordonnance pour des antidépresseurs, que l'on se renseigne sur vos traumatismes de l'enfance ou que l'on vous prodigue des conseils sur votre alimentation et votre mode de vie. Le domaine a entièrement adopté le protocole du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, rédigé par l'American Psychiatric Association, qui rassemble l'ensemble des symptômes pour établir un diagnostic. Par exemple, un trouble a des origines génétiques ou organiques, mais pas environnementales ou acquises. En attribuant une cause génétique, nous imaginons naturellement que notre maladie fait partie de nous. Or, en devenant un diagnostic, nous perdons l'envie de changer ou d'essayer de rechercher les racines qui en sont la cause. Je suis comme ça. Depuis le début du XXe siècle, nous croyons aux causes génétiques des diagnostics, une théorie que l'on nomme le déterminisme génétique. Selon ce modèle, nos gènes, et par conséquent notre santé, sont définis à la naissance. Nous sommes destinés à hériter ou non de certaines maladies selon une chance aveugle ou bien la malchance de notre ADN. Le déterminisme génétique ne tient pas compte du rôle du contexte familial, des traumatismes, des habitudes ou de quoi que ce soit qui concerne l'environnement. Dans ce système, nous ne sommes pas des acteurs de notre santé et de notre bien-être. Pourquoi le devrions-nous ? Si quelque chose est prédéterminé, il n'est pas nécessaire d'examiner tout autre facteur en dehors de l'ADN. Pourtant, plus la science a étudié le corps et son interaction avec l'environnement, sous toutes ses formes, de notre alimentation à nos relations, plus l'histoire devient complexe. Nous ne sommes pas le simple fruit d'un code, mais le produit d'un remarquable éventail d'interdépendances qui sont à la fois sous et hors de notre contrôle. Dès l'instant où nous regardons au-delà du récit de cette fatalité, nous pouvons prendre possession de notre santé. Le peu de choix que nous avons eu jusqu'à présent se révèle ainsi et nous donne la possibilité de mettre en place de véritables changements durables. Lors de ma formation, j'ai été le premier témoin de cette absence de choix. J'ai moi aussi appris que les troubles psychiatriques sont génétiques, que chacun de nous a reçu en héritage le destin présent dans son ADN et qu'il y a peu de chance, voire aucune, pour que nous puissions y remédier. Mon travail était de lister les symptômes, insomnie, prise de poids, perte de poids, colère, irritabilité, tristesse, et de proposer un diagnostic qui devait ensuite permettre de traiter ceux-ci, en offrant un accompagnement avec une thérapie. Si cela ne suffisait pas, je pouvais adresser le patient à un psychiatre, qui pouvait prescrire des psychotropes. Telles étaient les options. Il n'y avait aucune discussion sur le rôle du corps dans ce que nous définissions comme une maladie mentale et il ne nous a jamais été conseillé d'utiliser les mots guérison ou bien-être. L'idée d'utiliser le pouvoir du corps pour aider l'esprit à guérir était jugée comme de l'anti-science. Ou pire, une absurdité du New Age. En ne nous demandant pas comment nous pouvons contribuer à notre propre bien-être, nous devenons impuissants et dépendants. Le message que nous apprenons est le suivant, nous sommes entièrement à la merci de nos corps et la seule façon de se sentir bien est de mettre notre santé entre les mains des docteurs, qui grâce à leur pouvoir magique peuvent nous aider à aller mieux, possèdent toutes les réponses, et sont capables de nous sauver. Mais la réalité est que nous sommes de plus en plus malades. Lorsque j'ai commencé à remettre en question ce statu quo, je me suis aperçu que nous sommes incapables de changer parce que l'on ne nous dit pas toute la vérité sur notre existence humaine. Le pouvoir de transformation. Il existe à l'heure actuelle une prise de conscience. Nous n'avons plus besoin d'accepter le récit de notre destin sur nos gènes défectueux. La science émergente nous explique que les gènes dont nous héritons ne sont pas figés, ils sont influencés par leur environnement, lorsque nous sommes encore des fœtus, puis tout au long de nos vies. La découverte révolutionnaire de l'épigénétique nous raconte une nouvelle histoire sur notre capacité à changer. Nous recevons, bien entendu, un ensemble de gènes, mais, tel un paquet de cartes, nous pouvons dans une certaine mesure choisir la main que nous souhaitons jouer. Nous pouvons prendre des décisions sur notre sommeil, notre alimentation et la façon dont nous bougeons notre corps, qui vont toutes modifier l'expression génétique. Depuis plusieurs années, le biologiste Bruce Lipton répand la bonne parole sur l'épigénétique et il nomme cela la nouvelle biologie. Il a été dans le même temps l'un des plus fervents opposants au déterminisme génétique, le définissant comme une grossière déformation de la vérité sur notre biologie. En réalité, tout, du liquide amniotique qui nous entoure dans l'utérus au mot que nous entendons dans la bouche de nos parents dans l'enfance,
ainsi qu'à l'air que nous respirons et aux produits chimiques que nous ingérons, influencent nos gènes et provoquent l'activation ou la désactivation de ceux-ci. En effet, nous possédons à la naissance un code génétique, mais l'expression et la répression de ce dernier sont influencées par notre environnement. En d'autres termes, nos expériences modifient nos cellules. La science de l'épigénétique nous a détourné du modèle de prise en charge des maladies, en faveur d'un paradigme inédit qui tient compte des effets de notre environnement quotidien sur notre santé. Il en résulte une vision radicalement nouvelle, nous pouvons être les acteurs de notre propre bien-être. C'est-à-dire de notre santé physique, qui comporte des risques de développer certaines maladies, telles que du diabète ou un cancer, ainsi que de notre santé mentale et émotionnelle. Les facteurs épigénétiques jouent un rôle essentiel dans le développement de notre état psychiatrique. Cela a d'ailleurs été démontré dans des études sur des jumeaux monozygotes, où l'un des jumeaux développait une grave maladie mentale, telle que la schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais pas le second. Des recherches sur le stress, dès la vie intra-utérine, et ses liens avec le développement de maladies mentales plus tard dans la vie ont montré les conséquences profondes de notre environnement sur chaque partie de notre corps, notamment sur l'organe le plus puissant, le cerveau. Le docteur Gabor Maté, spécialiste de l'addiction et du traumatisme, a énormément écrit sur les graves stigmates laissés par le stress émotionnel sur la structure du cerveau, qui sont la cause de nombreuses maladies physiques et psychologiques courantes. L'idée que nous ne dépendons pas de notre génétique a été, à titre personnel, une prise de conscience profonde. Je pensais que ma famille était malade, j'étais donc destiné à être malade moi aussi. Le point de vue épigénétique m'a offert des outils pour modifier la perception de mon corps. J'ai sans doute hérité de certaines dispositions familiales, mais cela ne voulait pas dire que je devais devenir comme eux. Les recherches ont montré que l'influence de l'épigénétique transcende les générations. Les expériences de nos ancêtres ont façonné leurs ADN, ce qui a par conséquent façonné les nôtres. Ceci signifie que nos vies ne s'achèvent pas avec nous, mais qu'elles se transmettent le bon comme le mauvais, le traumatisme comme la joie. Dans le cadre d'études en laboratoire sur des souris, les régimes alimentaires et les stress extrêmes auxquels elles ont été soumises ont non seulement provoqué des changements au niveau de leur cœur et de leur métabolisme, mais ont également eu des conséquences sur leurs bébés et les bébés de leurs bébés et ainsi de suite. Des preuves attestent que cette réalité s'applique également aux êtres humains 9/10. D'autres travaux révèlent que les enfants de personnes ayant survécu à un traumatisme ont des problèmes de santé similaires à leurs parents, ainsi qu'un taux plus élevé de nombreuses autres pathologies. Les gènes dont nous héritons ont été défavorablement affectés par les expériences des générations qui nous ont précédés. Comment pouvons-nous arrêter ce cycle ? Certains facteurs environnementaux sont hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances de notre enfance, encore moins celles de nos grands-parents, mais de nombreux autres sont à notre portée. Nous pouvons nous offrir l'attention que nous n'avons pas reçue dans notre enfance. Nous pouvons apprendre à avoir des liens sereins et la capacité d'instaurer un sentiment de sécurité. Nous pouvons changer ce que nous mangeons, la fréquence de nos exercices physiques, notre état de conscience et les pensées ainsi que les croyances que nous exprimons. Comme l'explique le D.E. Lipton, voilà véritablement l'objectif de la nouvelle biologie. Nous éloigner du « je suis une victime de la vie » pour nous faire découvrir que nous sommes les architectes de notre propre existence. Nous ne sommes pas uniquement nos connexions génétiques. Lorsque nous avons compris cela, l'approche déterministe traditionnelle qui consiste à rétablir les connexions défectueuses, notamment par des traitements et des opérations chirurgicales, semble d'autant plus inadéquate. Nous pouvons et nous devons aider notre corps et notre esprit à guérir pour favoriser notre bien-être. L'effet placebo. Plus j'ai appris de choses sur l'épigénétique, plus je me suis renseigné sur la guérison et la transformation. J'ai découvert le pouvoir de la croyance et de l'effet placebo, terme décrivant la faculté d'une substance inerte, telle qu'une pilule de sucre, à atténuer les symptômes d'une maladie. Toute ma vie, j'ai été obnubilé par des histoires de rémission spontanée et de personnes ayant surmonté les pathologies les plus éprouvantes et apparemment impossibles à vaincre sans l'intervention de la médecine. Néanmoins, ces récits paraissaient toujours radicaux. Ils ressemblaient davantage à des miracles qu'à quelque chose de scientifiquement recevable. L'esprit est capable de créer de véritables changements visibles dans le corps, et l'effet placebo est la reconnaissance de cette réalité par la science traditionnelle. Des exemples marquants de celui-ci ont été avérés pour des cas allant de la maladie de Parkinson à celle du syndrome de l'intestin irritable. Certaines des réactions les plus fortes ont été observées lors d'études sur la dépression, où les participants convaincus d'être sous antidépresseurs alors qu'ils prenaient en réalité des pilules de sucre ont indiqué qu'ils se sentaient globalement mieux. Vous n'avez même pas besoin d'être malade pour vivre l'expérience de l'effet placebo. Dans des travaux de l'université de Glasgow 1S,
Des chercheurs ont dit à 15 athlètes qu'ils leur administraient des produits dopants, puis ils leur ont demandé de participer à une course. Leurs temps chronométrés se sont significativement améliorés, bien qu'ils aient en réalité reçu des injections salines. Lorsque votre corps s'attend à aller mieux, il envoie des messages pour entamer le processus de guérison. Des hormones ainsi que des cellules immunitaires et des neurotransmetteurs sont libérés. L'effet placebo est la preuve que lorsque nous pensons aller mieux ou nous sentons mieux, c'est souvent ce qu'il se produit. Ceci est le témoignage du pouvoir de l'esprit sur le corps par la simple suggestion. Il existe toutefois un effet inverse. Il s'appelle l'effet nocebo, le jumeau maléfique de l'effet placebo. Il se produit lorsque nos pensées ne nous aident pas à aller mieux, mais moins bien. Pour l'étudier, les chercheurs expliquent généralement aux participants que les médicaments qu'ils prennent ont des effets secondaires terribles, alors qu'en réalité il s'agit de pilules de sucre. Pensant qu'ils prennent un traitement actif, beaucoup d'entre eux commencent véritablement à ressentir des effets secondaires alarmants. Un exemple étonnant et extrême du danger de l'effet nocebo s'est produit en dehors d'un laboratoire, dans les années 1970, lorsqu'un médecin a informé par accident son patient qu'il avait un cancer de l'œsophage et qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. Lorsque l'homme est décédé quelques semaines plus tard, son autopsie a révélé qu'il y avait eu une erreur de diagnostic, il n'y avait aucune trace de cancer dans son œsophage. Il semble qu'il était mort parce qu'il pensait qu'il allait mourir, bien qu'il soit impossible d'en être certain. Son docteur a dit plus tard dans un entretien, « Je pensais qu'il avait un cancer. » Il pensait qu'il avait un cancer. Tout le monde autour de lui pensait qu'il avait un cancer. Ai-je d'une certaine manière éradiqué tout espoir ? Un autre cas avéré de l'effet nocebo s'est produit en 2007. Un homme de 26 ans qui participait à un essai clinique sur les antidépresseurs a été conduit en urgence à l'hôpital après avoir fait une tentative d'overdose. À la suite d'une dispute avec sa petite amie, il avait pris 29 pilules qui lui avaient été prescrites pour l'étude. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, sa tension artérielle était descendue dangereusement bas, proche de la mort, il transpirait, tremblait et sa respiration était rapide. Lorsque les docteurs parvinrent à le stabiliser, ils lui ont fait une prise de sang, mais n'ont trouvé aucune trace de médicament dans son organisme. Lorsque l'un des médecins de l'essai clinique est arrivé à l'hôpital, il s'est aperçu que le jeune homme faisait partie du groupe placebo, ce qui signifiait qu'il prenait des pilules inertes, inactives. Il avait, semble-t-il, fait une overdose à partir de ses propres pensées et souhaits négatifs. La psychologie holistique. Prendre connaissance de ce lien entre la santé mentale et physique a changé la donne pour moi. Savoir que par chacune de nos décisions, nous participons activement à notre bien-être psychique, ou l'absence de celui-ci, m'a donné envie de continuer à apprendre et à découvrir autant de choses que possible sur notre potentiel de guérison. J'ai découvert les effets diffus des inflammations chroniques du cerveau grâce à la discipline, en pleine émergence, de la psychoneuroimmunologie. Un grand nombre de penseurs m'ont ouvert les yeux sur le rôle de l'alimentation et de ses effets sur l'écosystème de l'intestin, qui communique directement avec le cerveau. Je me suis totalement plongé dans la nouvelle science de la théorie polyvagale et le rôle du système nerveux dans le bien-être mental et physique, des sujets que nous aborderons plus tard dans ce livre. C'est incroyable ce que nous sommes en train de découvrir. Nous sommes au milieu d'un tournant majeur dans notre compréhension de ce qui nous rend malades et ce qui nous aide à être en bonne santé. Lorsque j'ai sorti la tête de tous ces livres et éléments de recherche, je me suis aperçu que ce savoir était en train de façonner ma vision du rôle que je jouais dans ma propre santé. Je voulais intégrer tout ce que j'avais appris sur la psychologie traditionnelle, à toutes les nouvelles recherches sur la guérison du corps et de l'esprit. C'est à partir de cette idée que j'ai conçu les principes de base de la psychologie holistique, qui sont fondamentalement faits pour répondre à toutes les facettes d'une personne, esprit, corps et âme. Les principes sont les suivants. Premièrement, guérir est un processus quotidien. Vous ne pouvez pas vous rendre quelque part, pour guérir, vous devez regarder en vous. Ceci signifie que vous devez vous investir tous les jours dans le travail. Vous êtes responsable de votre guérison et serez un acteur de ce processus. Votre degré d'implication est directement lié à celui de votre guérison. De petits choix constants vous mèneront à une transformation profonde. Deuxièmement, bien que de nombreuses choses soient en dehors de votre contrôle, d'autres sont à votre portée. La psychologie holistique utilise le pouvoir du choix parce que celui-ci permet la guérison. Troisièmement, les outils holistiques sont très pratiques et accessibles. Toutefois, le changement peut être, et est souvent bouleversant. C'est parce que la fonction principale de votre subconscient est de vous maintenir en sécurité, et qu'il se sent menacé par le changement. L'évolution provoque souvent un inconfort qui donne envie de retourner vers ce qui est familier.
C'est en réalisant de petits choix réguliers quotidiens, malgré ces résistances qui nous poussent et nous retiennent, que nous trouvons la force de maintenir ces transformations. Prendre la responsabilité de notre bien-être mental peut être intimidant, pourtant elle est également source de pouvoir. Notre société est en train de vivre un tournant palpable, de nombreuses personnes sont de plus en plus frustrées par l'iniquité et les limites de notre système de santé. Une partie de vous doit intuitivement savoir que vous pouvez avoir plus, autrement vous n'auriez pas choisi ce livre. Je partagerai les sciences qui sont en train d'émerger et qui illustrent les nombreuses raisons pour lesquelles l'ancien modèle ne fonctionne plus, et je vous fournirai la feuille de route qui vous permettra d'exploiter ce nouveau modèle de bien-être mental. En partageant la philosophie et les outils de la psychologie holistique avec un cercle de personnes toujours plus grand, je suis constamment émerveillé par le flot de reconnaissance, d'histoires de résilience et de guérison. Je ne peux vous dire combien de larmes j'ai essuyées de mes yeux en découvrant la force incroyable et le pouvoir intérieur de personnes du monde entier. Le récit d'une véritable métamorphose a particulièrement marqué mon esprit et j'aimerais le partager avec vous. J'ai très rapidement été en contact avec une femme nommée Ali Bazli. Elle s'était reconnue dans les nombreuses discussions au sujet de l'auto-sabotage, notamment sur le besoin de validation extérieure et l'incapacité à maintenir des habitudes utiles. Par-dessus tout, c'est comprendre que ses blessures les plus profondes n'avaient pas été causées par d'autres, mais par la trahison de son moi intuitif, ou de son moi authentique, qui a particulièrement fait écho en elle et lui a permis de voir sa vie avec plus de clarté. Plus tard, elle a écrit « C'est comme si pour la première fois quelqu'un éclairait les ombres qui me faisaient si mal ». C'était une période particulièrement difficile pour elle, qu'elle considérait comme sa propre nuit obscure de l'âme. Elle venait récemment de survivre à de terrifiants effets indésirables après avoir pris un médicament pour traiter sa sclérose en plaques. Sa gorge avait enflé. Alors qu'elle regardait le juste prix sur le canapé de sa mère, elle a perdu puis repris connaissance à plusieurs reprises. Ses médecins lui ont dit qu'elle ne serait probablement plus jamais capable de retourner travailler. Personne n'était en mesure de m'expliquer ce qu'il se passait. Ni mon docteur ni le neurologue, pas même le laboratoire pharmaceutique. Personne ne savait comment allait se passer mon rétablissement, ou s'il y en aurait tout simplement un, a-t-elle écrit. Elle était profondément déprimée, fatiguée de vivre coincée dans son canapé. Elle souhaitait désespérément que quelque chose change, mais n'avait aucune idée de ce à quoi une vie saine, avec des problèmes de santé chroniques, pouvait ressembler, ou même si un tel rêve était envisageable pour elle. Certaines personnes souffrant de sclérose en plaques mènent des vies sans complications liées à la maladie, alors que d'autres ne parviennent plus à marcher et souffrent parfois de troubles neurologiques. Elle ne savait pas laquelle de ces personnes elle serait ou pouvait être. Ses parents se sont ainsi renseignés pour qu'elle puisse déménager dans un appartement accessible en fauteuil roulant, car selon toute vraisemblance, elle ne pourrait plus jamais remarcher, les possibilités de traitement étaient limitées et son pronostic est faible. Malgré ce large éventail de conséquences, personne n'a donné de conseils à Alice sur la façon de gérer ou de mieux soulager ses symptômes, personne ne lui a posé de questions à propos de ses antécédents de dépression ou des traumatismes qu'elle avait vécus dans son enfance. Il ne lui a même pas été demandé comment elle pourrait favoriser sa propre guérison, parce que cela ne faisait pas partie du vocabulaire des soins utilisés par la médecine traditionnelle. Ali a dû faire elle-même des recherches. Au cours de cette période difficile, elle passait en revue les réseaux sociaux sur son téléphone, lorsqu'elle a lu ma publication à propos de l'auto-trahison. Elle a ensuite mené des recherches pour en guérir par la reconstruction de la confiance en soi, ce qui l'a poussée à avancer d'un pas en avant important. Elle a décidé de se faire, et de tenir, une petite promesse quotidienne pour améliorer sa santé, plus elle était petite et supportable, mieux c'était. Elle commença par boire un verre d'eau tous les matins, avant son café. Au début, elle se sentit bête. Comment un verre d'eau peut-il changer ma vie ? Malgré tout, elle programma un rappel sur son téléphone portable à 6h45, pour boire cette eau et s'y astreignit scrupuleusement. Au bout d'une semaine, elle résista à l'envie de procéder à d'autres changements et se concentra plutôt sur cette victoire quotidienne, en buvant son eau. Après ce geste, elle faisait une pause pour se féliciter et pensait à quel point elle était fière d'être parvenue à s'y tenir. « Oh, mon Dieu, pensait-elle, regarde comme tu as avancé. » 30 jours plus tard, Ali ajouta à ses rituels matinaux la rédaction de son journal intime et se mit à suivre mes conseils sur une pratique que je nomme le journal du mois futur, que j'ai conçu au cours de ma propre guérison. Cette habitude vous permet de créer de manière consciente de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau, qui conduiront à des pensées, des sentiments et des comportements inédits et choisis. Avant de démarrer son journal du mois futur,
Ali avait toujours eu envie d'écrire régulièrement dans son journal intime, mais elle ne parvenait jamais à s'y tenir. C'est uniquement lorsqu'elle a associé cette pratique au verre d'eau, une habitude qui faisait déjà partie de ses rituels journaliers, qu'elle parvint à tenir la promesse qu'elle s'était faite. Elle s'est rapidement aperçue qu'elle avait plus de facilité à être aimable avec son moi futur, qu'avec son moi présent, ces mots traduisaient d'ailleurs cette attitude plus douce. Plus elle écrivait sur elle avec gentillesse, plus elle prenait conscience du bavardage intérieur, constant et négatif, qui lui passait par la tête tout au long de la journée. Plus elle se fit confiance, plus le bavardage s'apaisa et plus ses actes quotidiens d'attention et d'amour envers elle-même s'étendirent au reste de sa vie. Ali appelle ce qui a suivi une renaissance. Elle a découvert les travaux de la Dr Terry Wall et du protocole qui porte son nom, un programme de nutrition et de mode de vie qui aide à traiter les symptômes de la sclérose en plaques. Elle s'est mise à établir des limites, à pratiquer la méditation, le yoga et la rédaction de son journal intime de façon quotidienne, à interagir avec son environnement de manière totalement différente, et bien entendu, elle a continué à boire son verre d'eau matinal. Tous les jours. Je me sens bien plus chez moi dans mon propre corps, que j'ai pu l'être au cours de ces 14 dernières années, a-t-elle écrit dans l'une des publications de son blog. Les rêves qui ont vécu en moi toute ma vie ont été réveillés. Aujourd'hui, la sclérose en plaques d'Ali est en rémission depuis plus d'1 an. Autrefois coincée dans son canapé, elle est aujourd'hui non seulement capable de monter des escaliers, mais elle s'est mise à faire du vélo et même à courir, 2 activités qu'elle pensait lui avoir été volées pour toujours par la maladie. L'histoire d'Ali nous montre le pouvoir de la décision. Elle a appris que même face à un diagnostic pessimiste, elle avait en elle la capacité de réaliser des changements bénéfiques. Cette acceptation du choix dans notre santé et notre bien-être est le premier élément clé qui, je l'espère, vous restera à l'esprit lorsque vous poursuivrez votre propre parcours. Ce livre audible vous est offert avec toute ma gratitude. Abonnez-vous à ma chaîne si cela vous intéresse d'aller plus loin dans ce processus de guérison intérieure. Apprenez l'auto-guérison holistique en 13 étapes simples qui faciliteront ce cheminement de guérison et d'accroître cette conscience collective qui nous unit. En vous souhaitant que vous adoptiez les bonnes habitudes sur votre progression de guérison intérieure. Dans la description ci-dessous, chaque exercice sera à votre disposition pour commencer ce travail interne. Je vous invite à prendre en considération que les outils vous aideront à concrétiser votre progression sur le chemin de la guérison intérieure. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, chers auditeurs.